Bonjour à toutes et à tous. Alors à mon tour de vous dire et de dire aux organisateurs tout le plaisir que j'ai à être ici parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé pu être également, avoir pu être là hier également pour poursuivre les débats. J'ai toujours beaucoup entendu parler de la part de mes collègues de la Maison d'Isieux lorsque j'étais doyen, mais aussi en tant que simple professeur. Ils m'ont sollicité parfois pour quelques financements d'ailleurs ces activités au sein de la Maison d'Isieux. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que il se trouve que je suis corésien par ailleurs, que je connais très bien le site d'Oradour-sur-Glane, et donc venir aussi à la Maison d'Isieux, c'était très important. Alors, je les remercie, je vous remercie d'être venus pour écouter les différentes contributions. Effectivement, Bernadette m'a demandé d'intervenir sur un sujet d'actualité, malheureusement, hein, la guerre et la crise en Ukraine, mais la guerre, on peut dire que c'est une guerre, hein, il faut utiliser les termes qui correspondent. Et vous le savez, cette guerre, à ce jour, n'est toujours pas terminée. On ne peut pas dire qu'il y ait des perspectives de règlement du conflit qui se dessinent à court terme. Et pourtant, on s'aperçoit que cette guerre interroge déjà par l'ampleur des violences, des atrocités, des exactions qui sont commises. Alors, en même temps, vous le savez aussi, hein, cette guerre, vous pouvez la suivre en direct, en continu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'on a des enjeux de propagande considérables par rapport aux atrocités qui sont commises sur le terrain et par rapport aux différentes qualifications qui peuvent être opérées. Alors, ça, c'est pas pour contester la réalité hein, des violences hein, qui sont commises et des violations, il y en a, c'est incontestable. Mais en même temps, alors que les médias n'ont jamais été aussi présents, que les réseaux sociaux couvrent en continu les hostilités hein, via les comptes privés ou les officines de propagande qui ont pu être installées par les différentes parties au conflit, on a quand même nombre de violations du droit des conflits armés qui restent encore sujettes à caution et qui devront être évalués au cas par cas à la lumière des faits et des preuves rapportées sur le terrain. Alors tout de même, on peut opérer plusieurs constats objectifs. Trois. Le premier, c'est que l'Ukraine est victime d'une agression armée commise sur son territoire par les forces armées de la Fédération de Russie. Ça, personne ne le conteste. Hein. Même la Russie ne le conteste pas maintenant. Hein. Donc on a vraiment une agression armée qui a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations unies. Deuxième constat, les atteintes causées aux infrastructures et populations civiles à l'occasion des combats ne l'ont été que sur le territoire de l'Ukraine, marginalement. Hein, vous avez eu le drone qui est arrivé sur la place rouge, mais enfin bon, c'est très sommaire pour le moment. Donc elles n'ont été que sur le territoire de l'Ukraine et elles concernent quasi exclusivement des ressortissants ukrainiens. Et troisième constat, qui est le plus important pour nous, nombre de violations du droit des conflits armés déjà établis sont d'une ampleur telle qu'elles constituent des crimes de guerre d'une particulière gravité, voire des crimes contre l'humanité, et qu'elles devront impérativement être sanctionnées, sauf à accepter que soient réduits à néant les efforts conceptuels qui ont été engagés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un constat, hein, les crimes commis en Ukraine sont en effet d'une nature et d'une gravité telle que, quelle que soit la juridiction qui en est ou qui en sera saisie, il est essentiel pour les victimes et pour l'histoire, et c'est l'objet de ces 3 journées, de pouvoir disposer ce qu'on pourrait appeler un récit judiciaire au terme d'audiences contradictoires. Alors l'objet de cette contribution est précisément de déterminer quelle juridiction pourrait être mobilisée pour juger les différents crimes commis en Ukraine. Or, les deux éléments sont liés. Se poser la question des juridictions possiblement compétentes implique en effet de s'interroger aussi sur la nature des crimes commis, mais également sur le degré de responsabilité de ceux qui les ont perpétrés. Vous savez, en droit international, on dit que pour punir les méchants, il faut être soi-même irréprochable. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire que même face à des crimes abominables, d'un degré de cruauté hein, qui interroge sur l'humanité de leurs auteurs, eh bien, il convient de respecter les fondamentaux du droit, c'est-à-dire pour les non-juristes, d'appliquer la bonne règle à la bonne personne, pour les bons faits et dans le respect des bonnes procédures. Alors, s'agissant d'abord des crimes qui ont été perpétrés dans le cadre de ce conflit. Outre les crimes et délits ordinaires hein, qu'on trouve toujours, même en situation de conflit armé, qui restent du mise hein, durant les situations de ce type, le point de départ, les crimes qui nous intéressent, le point de départ, c'est l'article 5 que vous connaissez du statut de la Cour pénale internationale, que j'appellerai également par la suite le statut de Rome.
Et alors, ce statut limite les compétences de cette Cour à 4 infractions. Tout le monde les connaît, je les répète pour mémoire quand même. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Ces crimes, vous le savez aussi, ils sont définis comme les crimes, je cite, les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Ils ont en commun un statut très spécial en droit international. Ils sont imprescriptibles. L'immunité pénale dont leurs auteurs peuvent jouir, par ailleurs, peut ne pas leur être applicable. Alors, on va y revenir, c'est un point important. Et on peut soutenir qu'ils relèvent de la compétence universelle des États. Premier de ces crimes, le crime de génocide. Est-ce que tout le monde connaît la définition du crime de génocide? Oui? Globalement, c'est bon? Donc, la particularité du crime de génocide, c'est que, comme l'agression, le génocide, que la Russie est souvent accusée de commettre en Ukraine, mais la Russie a aussi justifié son intervention par un génocide qui était commis par les autorités ukrainiennes à l'encontre des populations russophones. L'intérêt en droit international, c'est que c'est à la fois un crime de l'État, qui permet d'engager la responsabilité internationale de l'État, et une infraction individuelle qui est répressible pénalement. Donc, ce que vous le savez, la particularité du crime de génocide, c'est qu'il est toujours commis de manière intentionnelle, et que l'intention est de détruire un groupe, de commettre donc des actes qui ont pour finalité la destruction d'un groupe en tant que tel, en tant qu'il constitue ce groupe. Alors, est-ce que ce crime a été commis en Ukraine? Il existe à l'évidence des éléments sérieux pouvant être invoqués à l'appui de cette incrimination pour les crimes commis en Ukraine, dont certains d'ailleurs sont communs, on va le voir, avec ceux justifiant un constat de culpabilité pour crime contre l'humanité. Alors, par exemple, parmi les éléments sérieux, on peut avoir l'intention proclamée par Vladimir Poutine, je cite, de dénazifier l'Ukraine, en éliminant ses élites. Ça a été dit dans des discours. L'intention de, je cite encore, de purger les villes et les villages des néo-nazis, ou de déporter en Russie des enfants ukrainiens afin de les russifier. D'ailleurs, le président ukrainien, le président Zelensky et Joe Biden ont estimé que la Russie pratiquait un génocide en Ukraine. Mais Emmanuel Macron a été plus réservé, il a fait part de ses réserves sur cette qualification, à raison. À raison. De mon point de vue, je ne suis pas le seul à le penser, la notion de génocide ne doit pas être dévoyée. Et l'éventualité d'un génocide ne peut pas être écartée en Ukraine. Il nous semble cependant aventureux d'être plus affirmatif dans l'état actuel des preuves disponibles. Alors même que la commission de plusieurs actes possiblement génocidaires est indéniable, il nous paraît impossible à l'heure actuelle d'établir avec un degré de certitude que ces actes ont été, et sont, je cite, c'est l'article 6, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, qui est la condition sine qua non d'une condamnation pour génocide ou acte génocidaire. Alors il est en revanche quasi incontestable que de très nombreux crimes de guerre ont été commis en Ukraine, et ce par les deux camps en présence, avec quand même une prédominance bien sûr des crimes commis par les forces russes. Donc là, vous le savez aussi, c'est l'article 8 du statut de Rome qui dit que les crimes de guerre sont constitués des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi que des autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, et ça vise également les infractions commises dans le cadre des conflits armés non internationaux. L'article énonce ensuite toute une série d'actes qui relèvent de cette incrimination. Donc si on peut donner une définition plus simple, d'une manière simplifiée, les crimes de guerre sont constitués de toutes les violations graves du droit des conflits armés, commises par le biais de méthodes et moyens de guerre prohibés, à l'encontre des civils et des personnes protégées, comme, mais dans une moindre mesure, des combattants. Alors ça emporte plusieurs conséquences. La première, c'est qu'un crime de guerre ne peut être commis qu'en période de conflit armé. Donc pour qu'on puisse parler de crime de guerre, il faut déjà qu'on ait défini qu'on se trouve dans une situation de conflit armé, que ce soit un conflit armé international, entre deux ou plusieurs États, ou un conflit armé non international sur le territoire d'un État, et qui va opposer des groupes armés non étatiques à des forces gouvernementales, ou des groupes armés non étatiques entre eux. Dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, on est dans la situation double, c'est-à-dire qu'on a eu dans un premier temps un conflit armé non international, même si le conflit armé international ne voulait pas dire son nom, et on a ensuite un conflit armé international. Alors la seconde conséquence qui est importante, c'est que seuls les plus graves de ces violations sont constitutifs d'un crime de guerre et à ce titre pénalement répressibles. Je prends un exemple par rapport à l'Ukraine.
Le fait, par exemple, de diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos permettant d'identifier des prisonniers de guerre, comme on a eu au tout début du conflit, c'est une violation de la 3e Convention de Genève. Mais ce n'est pas un crime de guerre. C'est une violation du droit des conflits armés, qui engage la responsabilité de l'État, parce que l'État est responsable des prisonniers de guerre, mais ce n'est pas un crime de guerre. En revanche, comme on l'a vu récemment, le fait d'exécuter sommairement un prisonnier de guerre, ça c'est un crime de guerre. Donc il y a une gradation quand même dans ces différentes atteintes au droit des conflits armés. Alors les mêmes faits qui caractérisent des crimes de guerre peuvent également caractériser un crime contre l'humanité. À la différence près que si les crimes de guerre peuvent être constitutifs de crimes contre l'humanité, un crime contre l'humanité peut tout à fait se produire en dehors d'une situation de conflit armé. Plus rare, mais c'est possible. On vient le voir par exemple avec l'Argentine. Alors l'article 7 du statut de Rome dispose que l'on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Et on a là encore toute une liste d'actes qui relèvent du crime contre l'humanité. Je vous passe meurtre, extermination, déportation, transfert forcé de population, torture, viol, persécution. Autant de crimes, et c'est ça qui est important, qui vont prendre prioritairement les civils pour cible et qui se distinguent des crimes de guerre par leur ampleur, leur caractère systématique, leur caractère particulièrement odieux et cruel, et leur volonté en fait de s'attaquer à l'homme en niant son humanité. Or, pour le coup, il est à peu près indéniable également que les populations civiles ukrainiennes sont depuis des mois soumises à des attaques terrestres, aériennes, maritimes, qui peuvent être qualifiées de généralisées et systématiques, et dont tout porte à croire qu'elles sont délibérément dirigées contre elles. En plus, vous le savez, ces attaques sont dirigées contre des immeubles d'habitation, des immeubles résidentiels, mais aussi des lieux dont la protection est normalement considérée par les nations civilisées comme essentielle, hôpitaux, écoles, maternités, gares, établissements culturels. Bon, tout le panel des violations possibles a été réalisé en Ukraine. Bon, même si on ne dispose pas de chiffres précis, on sait également que les victimes civiles se comptent par milliers. On sait aussi que des millions, cette fois-ci, d'Ukrainiens ont été obligés de se déplacer, ont été contraints de se déplacer et de fuir leur pays. Et on sait également que des transferts de population, en particulier d'enfants, ont été attestés par nombre de témoins. Alors un certain nombre d'éléments incontestables, je vous le disais aussi, permettent enfin de considérer que le dernier des crimes prévus par le statut de Rome, le crime d'agression, a lui été aussi commis par la Russie à l'encontre de l'Ukraine. Comme le crime de génocide, je vous le disais tout à l'heure, le crime d'agression, c'est à la fois un crime de l'État et une infraction individuelle. Alors c'est une infraction non consensuelle en ce sens que cette incrimination, elle a été introduite postérieurement à l'adoption du statut par une conférence, la conférence de Kampala de 2010, qui a permis l'entrée en vigueur d'un amendement du même nom en 2017. Donc je vous passe la définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crime d'agression, par rapport à la définition qui en est donnée dans le statut, comprend deux éléments. Il suppose d'abord que l'État agresseur utilise amplement la force armée contre l'État agressé, et ensuite qu'il le fasse en violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Objectivement, ces deux éléments sont réunis, sont largement réunis même, par l'opération militaire spéciale, pour reprendre l'intitulé qui a été donné par la Russie, menée par la Fédération de Russie en Ukraine. Pourtant, on le verra, de très nombreux obstacles juridiques demeurent à ce que Vladimir Poutine ou d'autres dirigeants russes puissent être condamnés pour un tel crime. Mais vous le savez aussi, il ne faut pas confondre condamnation et responsabilité, particulièrement dans le système international. Et ce n'est pas parce que l'assassin n'est pas appréhendé ou jugé qu'il n'est pas responsable du crime qu'il a perpétré. Alors précisément, quel type de responsabilité peut-on rechercher s'agissant des crimes commis en Ukraine? Ce qui vous intéresse, vous, c'est Poutine. Et d'une façon générale, c'est vrai que les médias et les débats ont tendance à se concentrer sur le sommet de l'État russe et à se focaliser sur la personne de Vladimir Poutine. Alors c'est normal, hein, à chef suprême, crime suprême, et si les conditions de sa culpabilité sont réunies, elles le seront aussi très probablement pour ses comparses. Or, il va de soi que Vladimir Poutine n'est pas isolé dans son entreprise criminelle. Nombre de responsables politiques, de hauts responsables civils ou militaires, et sans doute aussi des oligarques détenteurs du pouvoir économique, peuvent répondre des mêmes crimes en tant que complices ou en tant qu'auteurs principaux.
Alors, c'est normal parce que la justice pénale internationale a pris l'habitude de distinguer entre ce qu'on appelle les grands criminels et puis les auteurs de moindre importance ou les simples exécutants. Vous le savez, on peut concrètement distinguer trois niveaux de responsabilité. Le premier, le plus élevé, est celui des plus hautes autorités de l'État. C'est celui des décideurs politiques, de ceux qui ont initié et incité à des pratiques et des actes criminels. Le deuxième, intermédiaire, c'est celui des relais sur le terrain. C'est celui de la hiérarchie militaire, des commandants, des chefs de guerre, qui restent responsables des actes commis par leurs subordonnés, qu'ils les aient ordonnés ou qu'ils n'aient pas su ou voulu les empêcher. Le dernier, à ne pas minorer, parce qu'il reste déterminant d'un point de vue qualitatif, hein, alors, si le terme peut convenir, comme d'un point de vue quantitatif, c'est celui des exécutants sur le terrain, c'est celui des combattants, de ceux qui œuvrent sur le terrain, qu'ils agissent sur ordre direct, dans la logique d'une politique planifiée et concertée, ou à titre individuel, par pure cruauté, esprit de vengeance, ou absence de sens moral et d'instruction, ce qui est très souvent le cas. Alors la détermination de ces niveaux de responsabilité elle nous intéresse particulièrement parce qu'elle emporte des conséquences sur la juridiction compétente, en lien très souvent avec la nature des crimes commis. Deux grandes catégories de juridictions peuvent en effet être saisies pour juger des crimes commis en Ukraine par les criminels que nous venons d'identifier. Soit les juridictions internes de différents États, fonction du titre de compétence que ces derniers pourront invoquer, et on va voir ça dans une première partie, soit des juridictions internationales de différents types, fonction des crimes commis et aussi du jeu de ce qu'on appelle la réelle politique. On verra ça dans une deuxième partie. Alors d'abord, première partie, la question de la compétence des juridictions internes. En droit international, on a tendance à l'oublier, et les médias ont tendance à l'oublier, le principe reste en matière pénale la compétence de droit commun des États, et une compétence simplement complémentaire des juridictions mises en place par le système international lorsque l'État n'est pas en mesure ou ne veut pas exercer sa compétence. Et ceci reste vrai quelle que soit la nature du crime commis, et dans une moindre mesure la stature du criminel. Pourront dès lors être compétentes par rapport aux crimes commis en Ukraine, tant les juridictions de la Fédération de Russie que celles de l'Ukraine, voire celles d'un État tiers au conflit. Trois cas de juridiction interne compétente. Alors d'abord, l'hypothèse de la compétence de la Fédération de Russie. Eh bien, en matière de répression des crimes de guerre et des violations du droit international humanitaire, le premier organe compétent reste l'état de nationalité des responsables des manquements et ses juridictions internes, en vertu de ce qu'on appelle la compétence personnelle active, et conformément au principe respecter et faire respecter, affirmé à l'article 1er commun aux 4 conventions de Genève. C'est un article qu'on trouve dans les 4 conventions de Genève, puisque vous savez, il y en a 4, du 12 août 1949. La mise en œuvre des conventions de Genève relève en effet de la responsabilité des États parties, qui s'engagent à respecter et faire respecter ces conventions en toutes circonstances. Et on considère généralement que ça implique 3 obligations pour chaque État partie. La première, c'est l'obligation d'introduire ces obligations conventionnelles dans sa législation nationale, c'est-à-dire d'intégrer les crimes de guerre dans son droit pénal. C'est sa première obligation. La deuxième, c'est d'assurer la formation, l'instruction de ces combattants, de ces militaires, ce qui n'était pas ou très peu fait, ce qui est plus ou moins bien fait. Ça veut dire que les militaires russes n'ont pas le degré de formation en droit des conflits armés que les militaires français. Et que les bourriates qui arrivent, qui sont intégrés plus ou moins de force dans l'armée russe, leur degré de formation au droit des conflits armés est proche de 0. Ça n'excuse en rien les actes qu'ils vont commettre, mais ça explique pour partie cela. Et enfin, la troisième obligation, c'est de traduire en justice, ou à minima sur un terrain disciplinaire, ceux qui commettent des infractions, et notamment des infractions graves à cette branche du droit international. Cela veut dire que dans cette logique, la Fédération de Russie est la première compétente pour juger les membres de ses forces armées ou milices régulières ayant commis des faits constitutifs de crimes de guerre et sanctionner disciplinairement ceux s'étant rendus responsables de manquements de moindre importance. Alors elle devrait, ça engage sa responsabilité internationale, elle devrait s'acquitter de cette obligation et certainement pas les féliciter ou les honorer, comme l'a fait Vladimir Poutine, notamment
avec la 64e brigade de fusiliers motorisés qui s'est illustrée à Boutcha. Alors le fait est que, c'est un des problèmes du système international, hein, le système ne fonctionne que si l'État entend véritablement respecter ses obligations, le droit des conflits armés, s'il forme ses troupes dans cette perspective, et s'il ne leur donne pas des directives contraires, ou à tout le moins ne leur laisse pas croire qu'elles peuvent agir en toute impunité. Or, en l'état actuel de la politique choisie par le Kremlin, il est à craindre, hein, objectivement, que ni les militaires du rang, ni les officiers et officiers supérieurs n'aient à répondre de leurs actes criminels devant des juridictions russes, qu'elles soient ordinaires ou d'exception. Sauf, et vous allez voir qu'on va y revenir très régulièrement, sauf à ce qu'il y ait eu un changement politique brutal et radical, qui pourrait alors aussi se traduire par l'engagement de la responsabilité pénale des actuels dirigeants, y compris au plus haut niveau, puisque là encore, la compétence de droit commun resterait celle des juridictions russes. Autrement dit, si un coup d'État venait à emporter le système politique russe actuel et Vladimir Poutine, ce sont toujours les juridictions russes qui seraient prioritairement compétentes pour apprécier d'éventuels chefs d'accusation de crimes de guerre et ou crimes contre l'humanité. Je mets de côté le crime de génocide. Hypothèse hautement improbable, hein, à l'heure actuelle, mais hypothèse tout de même plus rationnelle que celle d'une compétence des juridictions ukrainiennes suite à une éventuelle extradition de Vladimir Poutine ou des plus hauts dirigeants russes. Deuxième type de compétence par rapport aux juridictions de l'ordre interne, la compétence de l'État ukrainien. Bien là encore, comme la Russie, hein, et conformément à sa compétence personnelle et à ses engagements conventionnels, l'État ukrainien reste d'abord compétent pour juger les membres de ses forces armées, militaires du rang ou personnel de commandement, s'étant rendus coupables de crimes de guerre à l'encontre des combattants russes ou des populations civiles des territoires libérés. Les juridictions ukrainiennes ont déjà et devraient surtout de plus en plus être amenées à juger des membres des forces armées russes, régulières ou assimilées, coupables de crimes de guerre et capturés sur le territoire ukrainien, en vertu cette fois-ci de la compétence territoriale de l'Ukraine. Alors attention, conformément aux privilèges du combattant, ne devraient cependant être poursuivis que les individus ayant commis des crimes de guerre, et non des combattants pour le simple fait d'avoir participé aux hostilités, en tuant ou en blessant des militaires ukrainiens dans le respect des lois et coutumes de la guerre. Ça, c'est leur boulot. Ils ne peuvent pas être poursuivis pour ça. C'est le privilège du combattant. Un combattant qui combat, normalement, dans le respect des lois et coutumes de la guerre, il jouit du privilège du combattant, on ne peut pas le poursuivre pour le simple fait d'avoir participé aux activités militaires. En revanche, s'il a commis des crimes de guerre, là, pour le coup, il peut être poursuivi. Et d'ailleurs, à cet égard, on peut considérer que l'Ukraine a assez bien maîtrisé sa communication de guerre, puisque le premier procès, ou plutôt le procès du premier militaire russe jugé pour crime de guerre, aura transmis aux médias internationaux l'image d'un État confronté à l'horreur et demeurant pourtant respectueux du droit international. Alors vous en souvenez peut-être, poursuivi pour avoir ouvert le feu sur un civil de 62 ans, hein, qui circulait à bicyclette et apparemment qui était témoin gênant d'un vol de voiture, le jeune soldat Vladim Chichimarin a pu bénéficier d'un procès médiatisé, mais conforme aux exigences du droit international humanitaire, en termes de garantie judiciaire et de respect des droits de la défense. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été condamné dans un premier temps à la prison à perpétuité, ce qui était à l'évidence... Non, parce que... Attends, mais... Oui, ben jusqu'à 11h, ça fait pas 5 minutes. Bon, attends. Bon, donc le jeune soldat Chichimarine, il a bénéficié d'un procès qui était très médiatisé, mais qui a démontré aussi que l'Ukraine respectait le droit de la défense. Il y a une erreur qui a été commise, c'est-à-dire qu'il a été condamné à perpétuité. Or, objectivement, par rapport au crime qui était reproché, hein, bon, il avait fait un carton sur un civil, c'est vrai, ça existe, c'est fréquent, ça ne justifie pas de la prison criminelle à perpétuité, objectivement par rapport à l'échelle de valeur dans les crimes de guerre. D'autant qu'il avait collaboré, il avait plaidé coupable, et donc ensuite en appel, il a été condamné à 15 ans de prison, ce qui est beaucoup plus conforme à ce que devrait être une peine de ce type par rapport à un acte criminel de ce type. Alors, de tels procès, malheureusement, restent encore marginaux, hein. Le procureur général ukrainien, il doit plus généralement se contenter ou se satisfaire d'ouvrir des enquêtes,
quand même 24 600 enquêtes depuis début mars 2023. Donc on ne doit pas être loin de 26 ou 27 000 aujourd'hui. Et puis pour les violations les plus graves, il doit se satisfaire également de mettre en examen des soldats russes, mais qui ont déjà probablement été rapatriés sur le territoire de la Fédération de Russie et qui ne risqueront rien. Il l'a fait quand même pour une dizaine d'entre eux, par exemple, les fameux membres de la 64e brigade de fusiliers motorisés, suspectés d'avoir participé à la commission de certains crimes de guerre commis à Boutcha. Alors, des procès effectués par les juridictions internes ukrainiennes pourraient en théorie concerner les simples soldats, comme leurs officiers, voire des dirigeants politiques s'ils venaient être capturés ou extradés, y compris Vladimir Poutine. Bon, hypothèse, là encore, hautement improbable, et peut-être pas vraiment souhaitable parce qu'elle ne manquerait pas de donner lieu à un procès d'opinion dénonçant une justice de vainqueur, le même procès qui avait été adressé à tort, c'est vrai, au tribunal de Nuremberg en son temps. Et alors de ce point de vue, le risque serait moindre si de tels procès étaient le fait d'une cour d'un pays tiers se prononçant sur le fondement de la compétence universelle. Donc troisième catégorie de compétences des juridictions internes, la compétence d'État tiers au titre de la compétence universelle. Alors la compétence universelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être défini comme la compétence reconnue à un État pour juger un individu suspecté d'avoir commis un crime, même si cet individu n'est pas un ressortissant de l'État qui va le juger, on n'a donc pas de compétence personnelle active, même si cet individu n'a pas commis le crime sur le territoire de l'État qui va le juger, pas de compétence territoriale, et même si les victimes ne sont pas ressortissants de l'État qui va le juger, pas de compétence personnelle passive. S'agissant de la répression pénale des crimes de guerre, on peut considérer que le principe de compétence universelle est sans équivoque, parce qu'il repose sur les 4 conventions de Genève, qui prévoient dans plusieurs articles, les articles 49, 50, 129 et 146, là un pour chaque convention respectivement, une obligation pour les États parties de rechercher les auteurs présumés d'infractions graves, quelle que soit leur nationalité. Une obligation qui s'est généralement traduite par celle pour les États parties de déférer ces auteurs présumés devant les tribunaux nationaux ou de les extrader pour jugement vers un autre État partie, selon le principe extrader ou poursuivre. Alors le problème, c'est que si cette obligation est bien sans équivoque pour le CICR, elle n'est pas nécessairement pour tous les États parties aux conventions de Genève. Elle n'est pas notamment pour la France. Il suffit de reprendre les articles 689, 1 à 11 du Code de procédure pénale, où on a bien un principe qu'en application des conventions internationales, toute personne qui se trouve en France peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises lorsqu'elle est coupable hors du territoire de la République de certaines infractions constitutives de crimes réprimés au plan international, mais on a ensuite un certain nombre de restrictions, notamment concernant le crime de génocide, qui suppose que les personnes poursuivies résident habituellement sur le territoire de la République, et puis pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qu'en plus, les faits soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la Convention de Rome de 1998. Alors de ce point de vue-là, on devrait avoir une décision de la Cour de cassation dans les jours qui viennent, le 12 ou le 13 mai, très intéressante justement par rapport à un crime commis en Syrie par un ressortissant syrien. Donc le problème, c'est que la compétence universelle sera très difficile à mettre en œuvre à l'égard des militaires du rang comme des officiers qui pourraient être poursuivis pour des crimes commis en Ukraine et qui pourraient s'être réfugiés sur le territoire d'États tiers, sauf là encore à ce qu'on ait un changement politique majeur en Russie, tout simplement parce que ces États qui accepteraient de juger ces militaires du rang ou ces officiers s'exposeraient à des pressions politiques et économiques très fortes et à des pressions de la part de la Russie qui pourraient être difficiles à supporter. Alors, qu'en est-il s'agissant de Vladimir Poutine? Parce qu'il faut le mettre à un autre niveau par rapport à ça. Eh bien, c'est vrai que les crimes dont Vladimir Poutine peut être accusé sont des crimes qui pourraient relever de la compétence universelle. Mais il y aurait pour cela un certain nombre de difficultés pratiques, voire théoriques à surmonter. La première objection serait que l'état de jugement, sauf à ce que Vladimir Poutine ait été arrêté sur son territoire, l'état du jugement devrait accepter de le juger par contumace, ce qui exclut tous les États relevant de la common law.
Les principales objections tiennent pas à cet aspect-là, tiennent aux immunités dont les chefs d'État peuvent bénéficier. Alors, vous connaissez la question des immunités. L'immunité des chefs d'État, c'est un principe du droit international public qui est très très important, qui veut qu'un chef d'État en exercice ne peut pas être forcé de comparaître devant aucune instance étrangère, ni être sanctionné civilement ou pénalement par une telle instance. Il s'agit d'une immunité de juridiction pour tous les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qui continue de courir même lorsque ses fonctions ont cessé, dès lors que les accusations portent sur des actes commis dans l'exercice de celles-ci. C'est un principe vraiment fondamental des relations internationales. J'insiste parce que c'est aussi un principe très critiqué. C'est un principe qui ne vise pas à protéger l'individu, mais qui vise à protéger l'État que l'individu est censé représenter. Et c'est sur ce principe, par exemple, que les Pays-Bas ont refusé de livrer Guillaume II, sur le fondement de ce principe, qu'ils ont refusé de livrer Guillaume II à la justice internationale à l'issue de la Première Guerre mondiale. Alors depuis, ce principe a subi un certain nombre de tempéraments. Il est effectivement très critiqué. Il a été écarté par l'accord de Londres créant le tribunal militaire international de Nuremberg, par le statut de la CPI et par les statuts des tribunaux ad hoc qui avaient été créés par le Conseil de sécurité. Mais pour autant, ça ne remet pas en question l'existence de ce principe. Vous le savez, la lex speciali ne peut pas remettre en cause l'existence même de la lex generali. Et alors là, c'est vrai que je suis en porte-à-faux avec un certain nombre de mes collègues, mais moi je reste très attaché au principe de l'immunité des chefs d'État en exercice, parce que c'est un principe protecteur, encore une fois, de l'État et pas des individus. Et alors, de ce point de vue, c'est vrai que la Cour internationale de justice est restée très ferme. Dans un arrêt de 2002, très critiqué, qu'on a appelé l'affaire du mandat d'arrêt, ou peut-être l'affaire Hérodia, vous connaissez. Et c'est vrai que la Cour de cassation française l'a quand même un peu suivi dans l'affaire des biens mal acquis. Donc, il est difficile de voir dans ces exceptions conventionnelles une nouvelle règle stabilisée en tant que norme coutumière. Au final, c'est pas ma conclusion, au final, et pour les principaux responsables russes, tant politiques que militaires, tout plaide finalement pour un procès devant une juridiction internationale donnant toute garantie d'impartialité. Deuxième partie, compétence des juridictions internationales. Alors évidemment, là on songe tout de suite à la Cour pénale internationale, qui c'est vrai est une juridiction qui permettrait à bien des égards de juger les plus hauts criminels de guerre, enfin les plus hauts criminels de la Fédération de Russie, mais il ne faut pas se limiter à la Cour pénale internationale, puisque y a un certain nombre d'obstacles qui s'opposent à ce que ces criminels soient jugés devant cette Cour, et c'est vrai que les juristes ont rivalisé d'imagination pour déterminer d'autres forts compétents. Alors d'abord quand même, la compétence de la Cour pénale internationale. Bon, a priori, de prime abord, c'est la Cour qui apparaît comme la juridiction internationale la mieux à même de juger certains des crimes commis en Ukraine, et ce, en répondant au surplus à toutes les exigences du procès équitable. Mais il y a de très nombreux obstacles. Le premier, vous le connaissez, c'est que ni la Russie ni l'Ukraine ne sont partis au statut de la Cour. Alors, ça va parce que ce statut n'exclut pas qu'elle puisse juger les personnes ressortissantes d'États non partis. C'est prévu dans plusieurs hypothèses. La première, c'est l'article 13b du statut, qui prévoit la possibilité pour le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte, de transférer une affaire au procureur pour que le procureur puisse la poursuivre. Mais vous le savez, l'hypothèse est improbable, pour le coup, s'agissant de la Russie, puisque la Russie dispose d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent, et donc elle s'opposerait évidemment à ce que le Conseil de sécurité transmette au procureur la capacité de poursuivre qui que ce soit, y compris Vladimir Poutine, par rapport à des faits commis en Ukraine. D'autres possibilités existent, et notamment l'article 12 qui permet à un État non parti d'accepter la compétence de la Cour à l'égard d'un ou de plusieurs crimes particuliers. Or, l'Ukraine a fait deux déclarations en vertu de l'article 12, paragraphe 2. La première donne compétence à la CPI pour juger les crimes non spécifiés commis sur son territoire entre le 21 novembre 2013 et le 22 février 2014. Et la seconde, plus récente,
faite le 8 septembre 2015 étend la compétence de la Cour au-delà du 20 février 2014 pour ce qui est des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, sans mentionner le génocide ni l'agression. Donc en vertu de ces déclarations, force est d'admettre que la Cour peut se déclarer compétente pour engager des poursuites à l'encontre de ressortissants russes pour des crimes commis en Ukraine, à l'exception notable quand même du crime d'agression. Pourquoi? Parce que l'article 15 bis, paragraphe 5, dispose que, en ce qui concerne un État qui n'est pas partie au présent statut, la Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard du crime d'agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire. Et c'est cette limite qui a amené le bureau du procureur de la CPI à ouvrir le 2 mars 2022, sur renvoi collectif de 43 États parties, je pourrais vous expliquer comment ça fonctionne, une enquête sur la situation en Ukraine, mais pour les seuls crimes de guerre, je cite, crimes contre l'humanité et génocide, commis par quiconque sur quelque partie du territoire ukrainien que ce soit. Alors c'est vraiment fort dommage parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, finalement l'agression, ça constitue le crime pour lequel la responsabilité de Vladimir Poutine serait la plus facile à établir. Les preuves sont quasiment avérées, sont matériellement avérées, et on peut en plus nécessairement remonter au plus haut niveau de l'État. Donc c'est un vrai problème parce que s'agissant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ou du crime de génocide, il sera beaucoup plus difficile de remonter vers les plus hautes autorités de l'État. Vous le savez, je vous l'apprends, lorsqu'on enquête sur ce genre de crime, la principale difficulté reste d'arriver à remonter au plus haut niveau de commandement, d'arriver à prouver que ce sont bien les dirigeants politiques et militaires qui donnent les ordres, qui laissent se commettre les crimes. Et leur responsabilité, à commencer par celle du président Poutine, c'est vrai qu'elle transparaît sans doute dans un certain nombre de discours, on l'a évoqué, mais tout ça, ça crée des impressions. Mais les accusations pénales ne peuvent pas être formulées sur des accusations, et les accusés ne peuvent pas être condamnés sur simplement des impressions. Alors de ce point de vue, la récente décision de la chambre préliminaire numéro 2 de la CPI, du 17 mars 2023, de délivrer 2 mandats d'arrêt pour crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens à l'encontre de Vladimir Poutine et de sa commissaire présidentielle aux droits de l'enfant, a traduit le franchissement d'un cap. Pourquoi? Parce que ces mandats d'arrêt s'appuient, eux, sur des éléments de preuve précis et incontestables. Et notamment le décret du président de la Fédération de Russie en date du 30 mai 2022, facilitant l'acquisition de la nationalité russe et donc l'adoption des enfants ukrainiens par des ressortissants russes. Et d'ailleurs, les réactions des autorités russes ont été à la hauteur de la décision du procureur. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement tenu à déclarer que, je cite, « Les décisions de la Cour pénale internationale n'ont aucune importance pour notre pays, y compris d'un point de vue juridique. La Russie ne coopère pas avec cette instance et les éventuelles prescriptions d'arrestation émanant de la Cour seront juridiquement nulles et non avenues pour nous. » Alors le fait est que la Fédération de Russie n'a pas ratifié le statut de Rome, qu'elle a même retiré sa signature sur ordre de Vladimir Poutine en 2016, après l'ouverture d'une enquête sur la situation en Géorgie. Le fait est que, même si elle venait à le faire après la chute de Poutine, la compétence de la Cour ne s'étendrait qu'aux crimes commis après l'entrée en vigueur du statut, sauf acceptation expresse de sa part en vertu de l'article 11, et que donc traduire Vladimir Poutine devant la Cour supposerait que ce dernier soit renversé et que les nouveaux maîtres de la Russie décident de le livrer à cette juridiction en reconnaissant sa compétence rétroactive par déclaration expresse au sens de l'article 12. Ou bien qu'un des États partis au statut accepte de prendre le risque politique et stratégique d'arrêter et de livrer Vladimir Poutine à la CPI à l'occasion d'une visite ou d'un transit sur son territoire. On va voir que ce n'est pas totalement exclu. Donc la probabilité demeure des plus faibles, et en l'état actuel des choses, le procès de Vladimir Poutine devant la CPI ne saurait avoir lieu que in absentia, c'est-à-dire par contumace. Or, la contumace est inconnue des systèmes de common law, et elle n'est acceptée qu'avec réticence en droit international pénal, et elle n'est pas acceptée devant la Cour pénale internationale. L'article 63 est très clair, il précise que l'accusé est présent à son procès. Alors on a pu invoquer l'article 61, paragraphe 2, qui permet à la chambre préliminaire de tenir une audience en l'absence de l'intéressé, mais c'est uniquement pour confirmer les charges, et seulement dans l'hypothèse où la personne qui est poursuivie est introuvable, a pris la fuite ou a renoncé
à son droit d'être présent, ce qui objectivement n'est pas le cas de Vladimir Poutine. Et je vous le disais, hein, en matière de justice pénale internationale, plus qu'à l'heure, la fin ne doit pas justifier les moyens, il faut être soi-même irréprochable. Alors un autre obstacle pourrait s'opposer au jugement de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, c'est de nouveau les immunités pénales dont bénéficient les chefs d'État. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais dans le statut de la Cour pénale internationale, il y a l'article 27. L'article 27 du statut qui écarte toute immunité pour les crimes poursuivis par la Cour, y compris pour les chefs d'État et de gouvernement. Alors c'est vrai, mais c'est oublier que la Cour pénale internationale est issue d'un traité de droit international qui, comme tout traité international, obéit au principe de l'effet relatif des traités, c'est-à-dire qu'il ne produit des effets de droit qu'entre les États qui l'ont signé et ratifié. Et donc, dans cette perspective-là, sauf à ce que la Cour agisse sur saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, hein, conformément à l'article 13 qu'on a vu tout à l'heure, il faut considérer que tout autre titre de compétence de la Cour, y compris celui fondé sur l'acceptation de la compétence de la Cour par l'Ukraine, conformément à l'article 12, ne peut pas imposer à la Fédération de Russie d'être tenue par les dispositions d'un traité à l'égard duquel elle demeure un État tiers. Ce qui veut dire concrètement, s'agissant de la question des immunités, que la question des immunités continue pour la Russie d'être régie par le droit coutumier et le droit international général, et qu'on ne peut pas opposer à la Russie l'article 27 du statut de la CPI. Donc au total, si nombre d'éléments plaident pour un procès devant une juridiction pénale internationale, à l'instar de ce que peut offrir la CPI, eh bien, force est d'admettre que de nombreux obstacles demeurent, qui, sauf à miser sur un changement de régime en Russie, ne pourraient être levés que si son statut était profondément amendé. Ce qui est, là encore, également très compliqué. C'est la raison pour laquelle diverses propositions alternatives ont été faites, qui toutes se heurtent à d'autres obstacles, et je terminerai avec ça, je te rassure, Bernadette. Première proposition alternative, c'est la création de juridictions ad hoc. Alors, une proposition a été faite quelques jours après le déclenchement des hostilités par Gordon Brown, ancien Premier ministre britannique, et Philip Sands, juriste et écrivain anglais, en faveur de la création d'un tribunal spécial pour la répression du crime d'agression en Ukraine. Cette proposition a été très largement soutenue, notamment par l'Union européenne, hein, et la Commission, qui, le 30 novembre 2022, a suggéré que soit institué soit un tribunal international spécial indépendant, fondé sur un traité multilatéral, soit une juridiction hybride, c'est-à-dire, comme nous le verrons un peu plus loin, un tribunal spécialisé intégré dans un système judiciaire national, mais comportant des juges internationaux. Alors surtout, le Parlement européen a adopté le 19 janvier 2023 une résolution dans laquelle il souligne qu'il est urgent que l'Union et ses États membres, en étroite coopération avec l'Ukraine et la communauté internationale, de préférence par l'intermédiaire des Nations Unies, fassent pression en faveur de la création d'un tribunal international spécial. Alors c'est une solution qui a le soutien de l'Ukraine, et l'Union européenne et l'Ukraine ont conjointement décidé de créer un centre international pour la poursuite du crime d'agression en Ukraine, ICPA, qui sera opérationnel en juillet 2023, basé à La Haye, placé sous la responsabilité d'Eurojust, chargé de rassembler et de conserver les preuves d'un tel crime, et première étape en vue de la création d'un tribunal spécial. Alors ici encore, les obstacles ne doivent pas être sous-estimés. Et les principaux obstacles, c'est qui va créer ce tribunal. Ça ne peut pas être le Conseil de sécurité, alors que c'est lui qui aurait la légitimité et la capacité juridique de le faire, parce qu'on retombe dans la logique du droit de veto de la Russie. Ça pourrait être l'Assemblée générale, au titre de la résolution d'Ina Chison, Union pour le maintien de la paix, qui lui a permis de condamner le crime d'agression en Ukraine, mais l'Assemblée générale ne peut adopter que des recommandations, c'est-à-dire sans portée juridique contraignante pour les États parties, et ça veut dire qu'elle ne pourrait pas obliger les États membres des Nations Unies à coopérer avec ce tribunal qui serait créé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en tout état de cause, et si un tel tribunal était créé, la question des immunités pénales reviendrait se poser devant cette juridiction, puisque là encore, sauf à ce que son statut précise que sont exclus tout type d'immunité, y compris celles pour les chefs d'État et de gouvernement, ces immunités pourraient être opposables, et là encore, en vertu du principe de l'effet relatif des traités, on ne pourrait pas opposer ces immunités à la Russie si elle n'est pas partie à un traité de ce genre.
Donc il faut rester réaliste, hein. La Fédération de Russie demeure une puissance économique et militaire de première ampleur, et il sera très difficile de l'obliger à coopérer, sauf dans l'hypothèse d'une résolution du Conseil de sécurité, ce qui voudrait dire qu'on aurait eu un changement véritablement radical en Russie, avec une période qui ne se traduirait pas seulement par un après-Poutine, mais une période qu'on pourrait qualifier d'anti-Poutine. Alors la deuxième possibilité, c'est la création de juridictions pénales internationales, internationalisées ou hybrides, sur le modèle, par exemple, de ce qui a été fait pour le tribunal spécial, pénal spécial pour la Sierra Leone. Donc des juridictions internes, mais internationalisées, et qui en général sont créées sur le fondement d'un traité. Alors là, d'autres problèmes se posent. Premier problème, entre quels États? Quels sont les États qui vont être à l'origine de ce traité, et surtout au nom de quelle légitimité? Bon, évidemment, si la Russie et l'Ukraine sont partis, la question est résolue. Mais bon, là encore, sauf changement politique majeur, le degré de probabilité est proche de zéro. Sinon, pourquoi tel ou tel pays et pas tel autre? Alors c'est vrai que l'Union européenne et le Conseil européen et leurs États membres pourraient faire valoir qu'il s'agit d'une guerre essentiellement européenne. Sans doute. C'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, les crimes dont il s'agit, on le répète à l'envi, concernent la communauté internationale dans son ensemble. Et il n'existe pas de raison objective pour que la répression soit confisquée par les États européens ou leurs organisations, et tout spécialement par l'Union européenne, puisque l'Ukraine n'est même pas membre de l'Union européenne. Et puis ce serait aussi donner des arguments à la thèse de la compétence régionale, qui agite plusieurs parties du monde, notamment l'Afrique, depuis l'adoption du statut de Rome, et qui vise à contester la légitimité de la Cour pénale internationale dans sa perspective universaliste. Et encore une fois, ainsi qu'on l'a évoqué, les traités ne s'imposent qu'à ceux qui les ont conclus, et se poseraient de nouveau les questions d'immunité et de coopération de la Fédération de Russie et de ses alliés. Vous l'aurez compris, et ce sera ma conclusion, tant juridiquement que politiquement, les obstacles sont nombreux à ce que des juridictions puissent juger des crimes commis en Ukraine. Pourtant, quelles que soient les juridictions saisies, il est indispensable que justice soit faite, et il serait insupportable qu'aucune juridiction ne se prononce sur la responsabilité pénale des exécutants, comme des donneurs d'ordre à l'origine des atrocités commises en ce pays. Objectivement et à court terme, il est à craindre que les crimes perpétrés en Ukraine ne puissent tous être jugés, et que seul un certain nombre de crimes de guerre commis par quelques exécutants ou commandants subalternes tombés aux mains des forces ukrainiennes et jugés par les seules juridictions ukrainiennes puissent vraiment l'être. Pour autant, est-ce à dire que les avancées constatées du côté de la CPI et le formidable travail de récupération des preuves, parce que les satellites américains tournent à fond, il y a une multitude d'institutions qui sont sur place pour récupérer des preuves, est-ce à craindre que ce formidable travail n'ait servi à rien? Certainement pas. Le temps de l'impunité est à l'évidence fini. Et même si le régime russe demeure, les principaux de ses dirigeants, à commencer par Vladimir Poutine, ne pourront plus vivre et se déplacer librement. C'est vrai que par rapport aux horreurs qui ont été commises, ça peut sembler peu. Le monde en vit aujourd'hui une première illustration avec les débats qui s'invitent en Afrique du Sud à propos de la visite prévue de Vladimir Poutine en août prochain. Et là, c'est vrai que de la décision des autorités sud-africaines dépendront pour partie l'avenir et la crédibilité de la justice pénale internationale, dont on sait que l'avènement est loin d'être un long fleuve tranquille, mais dont les avancées restent néanmoins essentielles. Je vous remercie.